Quand le soleil disparaît derrière les collines du lac Eyasi en Tanzanie, commence un jeu de survie que peu de peuples dans le monde connaissent encore. Les Hadzabe n'ont pas de clôture. Ils n'ont pas d'armes à feu. Ils n'ont pas de murs de béton entre eux et les plus grands prédateurs de la planète. Pourtant, depuis plus de 50 000 ans, cette tribu de moins de 1300 personnes dort à la belle étoile, dans des campements temporaires, entourés de lions, de léopards et de hyènes, toutes les nuits. Et chaque matin, ils se réveillent vivants. Si vous êtes passionné par les animaux sauvages et les vrais documentaires, ne quittez pas cette vidéo. Regardez jusqu'à la fin. Abonnez-vous maintenant à la chaîne et commentez d'où vous regardez. Quand le soleil disparaît derrière les collines du lac Eyasi, en Tanzanie, commence un jeu de survie que peu de peuples dans le monde connaissent encore. Les Hadzabe n'ont pas de clôture. Ils n'ont pas d'armes à feu. Ils n'ont pas de murs de béton entre eux et les plus grands prédateurs de la planète. Pourtant, depuis plus de 50 000 ans, cette tribu de moins de 1300 personnes dort à la belle étoile, dans des campements temporaires, entourés de lions, de léopards et de hyènes, toutes les nuits. Et chaque matin, ils se réveillent vivants. Si vous êtes passionné par les animaux sauvages et les vrais documentaires, ne quittez pas cette vidéo. Regardez jusqu'à la fin, abonnez-vous maintenant à la chaîne et commentez d'où vous regardez. Pensez au décor. Un territoire d'environ 1500 km² de savane tanzanienne, entre la vallée de Yaeda et les rives du lac Eyasi, au cœur de la grande vallée du Rift. C'est un paysage d'escarpements rocheux, de forêts d'acacias, de baobabs ancestraux et d'arbustes épineux qui s'étendent à perte de vue. Il n'existe pas de routes pavées, il n'existe pas de lampadaires, il n'existe pas d'hôpitaux ou de commissariats à une distance raisonnable. C'est le territoire que les Hadzabe appellent leur foyer depuis avant la dernière ère glaciaire, depuis avant que les pyramides d'Égypte ne soient même imaginées, depuis avant l'invention de l'agriculture et de l'écriture. Des études génétiques menées au cours des dernières décennies ont révélé quelque chose d'extraordinaire sur ce peuple. La lignée des Hadzabe a divergé du reste de l'humanité il y a environ 50 000 ans, faisant d'eux l'une des branches les plus anciennes et les plus isolées de l'arbre généalogique humain. Ils ne possèdent pas de parents génétiques proches connus. Leur langue, le Hadzane, est considérée comme un isolat linguistique, sans connexion prouvée avec aucune autre langue existante sur la planète. Quand vous entendez un Hadzabe parler, vous entendez des sons qui résonnent à travers les millénaires, des clics de langue et des claquements gutturaux, qui peuvent représenter l'une des formes les plus anciennes de communication humaine encore en usage. Observez ce qui se passe quand l'obscurité couvre la savane. Quelque part entre les rochers et les arbustes, il existe un campement d'environ 20 à 30 personnes. 3 ou 4 huttes faites de branches entrelacées et d'herbes sèches parsèment une zone plate au sommet d'une colline rocheuse. Chaque hutte mesure environ 1,80 m de haut, construite en moins de 2 heures par les femmes de la tribu en utilisant uniquement des matériaux trouvés aux alentours. Aucun arbre n'est coupé pour cela. Aucune forêt n'est abattue. Les branches sont ramassées au sol, les herbes sont récoltées sans arracher les racines. Quand le groupe part, dans 2 ou 3 semaines, ces structures retournent simplement à la terre, sans laisser de cicatrices sur le paysage. Le feu au centre du campement brûle bas. Ce n'est pas un grand feu spectaculaire comme ceux que l'on voit dans les films. Il est petit, contenu, juste assez pour réchauffer et éclairer. Un homme Hadzabe peut allumer un feu en faisant tourner un bâton entre ses paumes en moins de 30 secondes. C'est une compétence que chaque enfant apprend avant même de maîtriser complètement la parole. Le feu est la vie. Le feu est la protection. Le feu est la première ligne de défense contre les prédateurs qui rôdent dans l'obscurité environnante. Mais ce n'est pas la seule ligne de défense. Considérez la situation des grands félins de la région. Un lion mâle adulte peut peser jusqu'à 250 kg, l'équivalent de 3 hommes adultes ensemble. Ses canines atteignent jusqu'à 8 cm de long. Sa morsure exerce une force d'environ 450 kg par centimètre carré, suffisante pour écraser des os avec facilité. Un léopard est plus petit, entre 60 et 90 kg, mais il compense sa taille par une agilité extraordinaire, la capacité de grimper aux arbres en transportant des proies de son propre poids, et une préférence pour la chasse nocturne, quand sa vision devient 6 fois plus aiguisée que celle d'un humain. Les hyènes tachetées,
souvent sous-estimés, chassent en groupe allant jusqu'à 80 individus et possèdent la morsure la plus puissante parmi tous les mammifères terrestres par rapport à leur taille corporelle. Elles parviennent à broyer des os que les lions abandonnent parce qu'ils sont trop durs. Et toutes ces créatures patrouillent le même territoire où les Hadzabe dorment sous les étoiles. Alors comment est-il possible qu'un peuple sans murs, sans armes modernes, sans technologie de surveillance, survive nuit après nuit dans cet environnement? La réponse commence par quelque chose que des scientifiques de l'université Duke ont découvert seulement en 2017, après avoir étudié les habitudes de sommeil des Hadzabe pendant 20 jours consécutifs. Les chercheurs ont équipé 33 volontaires Hadzabe d'actigraphes, de petits dispositifs semblables à des montres bracelets qui enregistrent les mouvements minute par minute pendant le sommeil. Ce qu'ils ont découvert a complètement défié les attentes occidentales sur la façon dont les humains devraient dormir. Pendant toute la période d'observation, tous les participants n'ont été simultanément endormis que pendant 18 minutes. 18 minutes, en 20 jours. Cela signifie qu'à n'importe quel moment de la nuit, il y avait toujours quelqu'un d'éveillé dans le campement. Non pas par désignation formelle, non pas parce que quelqu'un était de garde, mais par une variation naturelle des cycles de sommeil que les Hadzabe ont développés au cours de millénaires d'évolution. Les plus âgés ont tendance à dormir moins et à se réveiller plus tôt. Les plus jeunes restent éveillés plus tard. Et tout au long de la nuit, différents membres du groupe s'éveillent naturellement à des moments différents, créant une veille involontaire mais constante. Les chercheurs ont appelé cela le comportement sentinelle. C'est un phénomène observé chez les oiseaux migrateurs et d'autres animaux sociaux, mais il n'avait jamais été documenté auparavant chez les humains de cette manière. Les Hadzabe n'ont pas besoin de poster des gardes, car leur propre biologie a évolué pour garantir que quelqu'un soit toujours en alerte. Mesurez cela. 50 000 ans de sélection naturelle ont façonné les habitudes de sommeil de cette population pour créer un système de surveillance organique, sans besoin de discipline militaire ou de tour de garde. Les personnes âgées, qui dans les sociétés occidentales se plaignent souvent d'insomnie et de sommeil fragmenté, remplissent chez les Hadzabe une fonction évolutive cruciale. Elles sont les sentinelles naturelles des premières heures de l'aube, quand la plupart des adultes plus jeunes dorment encore profondément. Mais la veille naturelle n'est qu'une partie de la stratégie. L'autre partie est entre les mains des hommes. Un arc Hadzabe traditionnel mesure environ 1,80 m de long, presque la taille d'un homme adulte. Il est fabriqué à partir du bois flexible d'arbres spécifiques, le Dombeya kirkii ou le Grevia bicolore, travaillé pendant 2 ou 3 jours jusqu'à atteindre la courbure parfaite. Le processus consiste à chauffer le bois dans des cendres chaudes, à le plier progressivement en utilisant des fourches d'arbres comme appui, à appliquer de la graisse animale ou de la cire d'abeille pour éviter les fissures, et à répéter le cycle des dizaines de fois jusqu'à ce que l'arc présente une courbe douce et uniforme. Quand l'anthropologue James Woodburn a testé des arcs Hadzabe sur le terrain en utilisant un peson à ressort, il a découvert qu'une force de plus de 45 kg, l'équivalent de 100 livres, était nécessaire pour tirer complètement la corde d'un arc moyen. Des études plus récentes, publiées en 2017, ont trouvé des forces de traction variant entre 22 et 60 kg, avec une moyenne de 31 kg. À titre de comparaison, les arcs olympiques modernes, utilisés par des athlètes entraînés, requièrent typiquement entre 18 et 25 kg de force. Les archers olympiques tirent à des distances de 70 mètres avec des arcs conçus pour la précision. Les chasseurs Hadzabe tirent à des distances de 23 à 45 mètres avec des arcs conçus pour la puissance brute. Ils préfèrent les arcs difficiles à tirer car ils chassent à courte distance, s'approchant furtivement de la proie jusqu'à être assez proches pour un tir précis. Et c'est ici qu'intervient l'élément qui transforme ces arcs en armes véritablement létales. Les flèches Hadzabe portent du venin. Pas n'importe quel venin. 3 types spécifiques de toxines extraites de plantes locales sont traditionnellement utilisés. Le panjoub, extrait de l'Adenium obesum, une succulente connue sous le nom de rose du désert. Le chanjo, dérivé des graines du Strophanthus emini. Et le kalakassi, obtenu par des échanges avec des tribus voisines, car il ne pousse pas sur le territoire Hadzabe. Le panjoub est le plus courant.
Les hommes coupent des branches de la plante ou macèrent le tronc encore attaché au sol, extraient la sève laiteuse, la font bouillir jusqu'à ce que l'eau s'évapore complètement, et ce qui reste est une substance noire et collante qui peut être transportée en boule comme de l'argile jusqu'au moment de l'utilisation. Quand vient le moment de préparer les flèches, le chasseur utilise un petit bâton pour remuer le venin à l'intérieur d'une coquille de moule d'eau douce qui sert de récipient. Une petite quantité est ensuite appliquée autour de la pointe en métal de la flèche. Le venin ne gâte pas la chair de l'animal, il agit sur le système cardiovasculaire, ne contamine pas les muscles qui seront consommés. Une fois touché, l'animal peut continuer à courir pendant un certain temps, mais le chasseur sait qu'il lui suffit de suivre la trace. Le venin fera son travail. Ces mêmes arcs et flèches empoisonnés qui servent à chasser les impalas, les zèbres et les girafes servent aussi à défendre le campement. Pensez à la psychologie d'un prédateur. Les lions et les léopards sont des opportunistes. Ils calculent le risque contre la récompense avant chaque attaque. Un buffle blessé représente un repas facile. Un groupe d'humains alertes, armés, autour d'un feu de camp, représente un risque calculé qui en vaut rarement la peine. Les Hadzabe ont appris au fil des millénaires que la meilleure défense contre les prédateurs n'est pas la force brute, mais la démonstration constante qu'une attaque aurait des conséquences. Les hommes Hadzabe portent des cicatrices sur le corps qui racontent des histoires. Cicatrices de chasse, cicatrices de morsures de serpents, cicatrices de chute de baobab lors de la récolte du miel, cicatrices d'attaque de léopards. Le journaliste Michael Finkel, dans un reportage pour le National Geographic, a décrit le corps d'un chasseur nommé Onwas comme un hiéroglyphe d'une vie dans la savane. La moitié des dents restantes, des marques de flèches, de couteaux, de scorpions et d'épines, et une cicatrice d'une rencontre avec un léopard dont il est sorti vivant. Parce que les Hadzabe ne se contentent pas de se défendre contre les prédateurs, ils les chassent. Certaines tribus Hadzabe incluent des lions, des léopards et d'autres félins sauvages dans leur alimentation. Lorsqu'ils trouvent l'emplacement d'une proie abattue par un grand félin, ils essaient souvent de faire fuir le prédateur pour voler la carcasse. C'est une pratique connue sous le nom de scavenging, charognage, qui représente entre 15 et 25% de toute la viande que les Hadzabe consomment. Ils écoutent les cris de détresse des proies attaquées et courent vers le son, non pas pour fuir mais pour examiner s'il y a une opportunité de nourriture. Imaginez la scène. Un groupe d'hommes Hadzabe armés d'arcs de 45 kg de force de traction et de flèches empoisonnées courant vers le rugissement d'un lion qui vient de terrasser une proie. Ils savent exactement ce qu'ils font. Ils connaissent le comportement du prédateur, savent quand il est vulnérable, savent comment le presser d'abandonner son repas. Ce n'est pas de la témérité. C'est une stratégie affinée par 50 millénaires de pratique. Et les prédateurs apprennent. Les lions qui vivent sur les territoires Hadzabe apprennent au fil des générations que ces petits primates bipédés autour des feux ne sont pas des proies faciles. Ils sont, en réalité, des compétiteurs. Ce sont des créatures qui peuvent blesser mortellement avec des projectiles empoisonnés tirés à distance. Ce sont des créatures qui ne fuient pas, qui ne manifestent pas la peur typique des proies. La mythologie Hadzabe reflète cette relation complexe avec les grands félins. Une de leurs histoires raconte que la déesse Ishoko a transformé les corps d'une famille de géants malveillants en léopards après qu'ils eurent été tués par un serpent bienveillant. Ishoko a alors interdit aux léopards d'attaquer les humains, à moins qu'ils ne soient d'abord blessés par une flèche. C'est une histoire qui codifie un savoir pratique sous forme de mythe. Les léopards évitent généralement les humains, à moins qu'ils ne se sentent menacés ou acculés. Les campements Hadzabe ne sont pas choisis au hasard. Ils se situent généralement sur des élévations, des sommets de collines rocheuses connus sous le nom de kopjes, qui offrent une vue large sur les environs et rendent les approches furtives difficiles. Les huttes sont positionnées de manière à ce que tout mouvement suspect soit visible sous plusieurs angles. Et le feu central, même quand il brûle bas, crée une zone de lumière qui décourage les prédateurs nocturnes de s'approcher. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est du pragmatisme développé au cours des âges. Les Hadzabe dorment en plein air non par manque d'options, mais par préférence. Les huttes de paille servent principalement de protection contre la pluie et pour l'intimité, non comme des forteresses. Beaucoup préfèrent s'allonger directement sous les étoiles, où ils peuvent voir le ciel et sentir la brise. Des moustiquaires distribués par les programmes de santé du gouvernement tanzanien sont souvent utilisés. Elles sont légères,
protègent les femmes et les enfants et leur permettent de continuer à observer les étoiles avant de s'endormir. Considérez ce que cela signifie. Un peuple qui vit sur le territoire des lions et des léopards choisit de dormir avec vue sur le ciel ouvert. Non parce qu'ils sont inconscients, mais parce qu'ils ont développé un système de protection si efficace qu'ils peuvent s'offrir ce luxe. Les garçons Hadzabe commencent à apprendre à fabriquer des arcs et des flèches vers l'âge de 3 ans. Non pas dans des cours formels, non pas dans des écoles, mais en observant les plus âgés et en imitant leurs mouvements. À 5 ou 6 ans, ils parviennent déjà à produire des miniatures fonctionnelles. À 10 ans, ils participent à des chasses mineures, visant des oiseaux et de petits mammifères. À 15 ans, ce sont des archers complets, capables de fabriquer leurs propres armes du début à la fin et de toucher des cibles en mouvement à 30 mètres de distance. C'est un système éducatif qui a fonctionné sans interruption pendant 50 000 ans. Observez le processus de fabrication d'une flèche. Le fût est fait de bois léger et droit, souvent chauffé au-dessus du feu pour être façonné. La pointe, traditionnellement faite d'os ou de pierre, est aujourd'hui plus communément forgée en métal, obtenue par des échanges avec la tribu voisine d'Atoga, qui sont des forgerons renommés. Les Hadzabe échangent du miel, des peaux et de la viande contre des pointes de flèches, des couteaux et d'autres outils en métal. C'est une relation symbiotique qui existe depuis des générations, malgré les tensions historiques entre les deux tribus. La corde de l'arc était traditionnellement faite de ligaments du cou d'élan, de buffle ou de zèbre, ou de tendons de girafe. Aujourd'hui, les cordes en nylon obtenues par le commerce sont plus courantes car elles durent plus longtemps et sont plus faciles à remplacer. Les Hadzabe ne sont pas des puristes nostalgiques qui rejettent toute influence extérieure. Ce sont des pragmatiques qui adoptent ce qui fonctionne le mieux tout en conservant ce qui n'a pas besoin de changer. Un arc typique dure quelques mois avant de devoir être remplacé. Il peut se briser pendant une chasse, il peut être perdu, il peut simplement perdre son élasticité avec l'usage. Mais un chasseur Hadzabe peut fabriquer un nouvel arc en 2 ou 3 jours en utilisant seulement une hachette, un couteau et les matériaux disponibles dans la savane autour de lui. Cette capacité à fabriquer ses propres outils à partir de rien, n'importe où, est ce qui permet aux Hadzabe de vivre comme de véritables nomades. Toutes les 2 ou 3 semaines, en moyenne, le campement se déplace. Les raisons varient. Les ressources locales peuvent s'épuiser. Il peut y avoir des conflits interpersonnels qui se résolvent plus facilement par la distance que par la confrontation. Il peut simplement y avoir une envie de changement. Les Hadzabe n'ont pas de concept de propriété territoriale exclusive. Si un autre groupe utilise un lieu qu'ils avaient l'habitude de fréquenter, ils vont simplement ailleurs. Le conflit est évité. Le mouvement est la solution. Cette mobilité constante sert également de protection. Les prédateurs qui apprennent l'emplacement d'un campement humain et commencent à rôder à proximité découvrent bientôt que le campement a disparu. Il n'y a pas de schéma prévisible à explorer. Il n'y a pas de routine à étudier. Les Hadzabe sont des cibles mobiles qui ne restent jamais assez longtemps au même endroit pour devenir vulnérables. Mesurez l'étendue des connaissances nécessaires pour vivre ainsi. Un Hadzabe adulte connaît chaque centimètre du territoire de 1500 km² que sa tribu habite. Il sait où trouver de l'eau pendant la saison sèche en observant le comportement des plantes et des animaux. Il sait quelles racines sont comestibles et lesquelles sont empoisonnées. Il connaît les routes de migration des animaux, les cycles de fructification des baobabs, les endroits où les abeilles sauvages construisent des ruches. Cette dernière information sur les abeilles révèle l'un des partenariats les plus extraordinaires entre l'homme et la nature jamais documentés. Il existe un oiseau appelé le grand indicateur, ou indicateur en latin, qui a établi une relation symbiotique avec les Hadzabe au cours de milliers d'années. L'oiseau localise des ruches cachées dans les arbres ou les rochers, mais ne peut pas accéder au miel seul car les abeilles l'attaqueraient. Alors il cherche des humains. Il vole vers un chasseur Hadzabe, émet un cri caractéristique, et commence à voler dans une direction spécifique, s'arrêtant périodiquement pour vérifier si l'humain le suit. Le chasseur répond par des sifflements spécifiques qui confirment qu'il a compris le message. L'oiseau continue de guider jusqu'à la ruche. L'humain utilise de la fumée pour calmer les abeilles, ouvre la ruche avec sa hachette, récolte le miel et laisse des morceaux de rayons de cire pour que l'oiseau les mange.
tous deux en tiraient profit. Le partenariat fonctionne depuis si longtemps que les Hadzabe ont développé un vocabulaire spécifique de sifflement pour communiquer avec les grands indicateurs. C'est une coopération interespèce qui existe probablement depuis des dizaines de milliers d'années, bien avant toute autre forme de domestication ou de partenariat humain avec les animaux. Le miel représente une part cruciale du régime alimentaire Hadzabe, surtout à certaines époques de l'année. Les hommes escaladent des baobabs de jusqu'à 20 mètres de haut, sans équipement de sécurité, pour atteindre des ruches cachées dans les cavités du tronc. Les cicatrices de chute sont courantes, mais le miel vaut le risque. C'est une source concentrée d'énergie, de sucres et de nutriments qui complètent la viande de chasse et les tubercules et fruits collectés par les femmes. Les femmes Hadzabe sont responsables d'environ 80% de l'apport calorique du groupe par la cueillette. En utilisant des bâtons à fouir, elles déterrent des tubercules et des racines comestibles. Elles ramassent des fruits de baobab, dont les graines sont riches en vitamine C. Elles trouvent des baies, des noix et d'autres plantes nutritives que les hommes ignorent souvent lors de leurs expéditions de chasse. Les enfants apprennent à participer à la cueillette dès leur plus jeune âge, reconnaissant les plantes comestibles avant même d'apprendre à parler couramment. Cette division du travail n'est ni rigide ni hiérarchique. La société Hadzabe est profondément égalitaire. Il n'existe pas de chef formel. Il n'existe pas de leader permanent. Les décisions sont prises par consensus. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec une décision du groupe, il part simplement pour rejoindre un autre campement. La liberté individuelle est absolue. Personne ne peut obliger un autre Hadzabe à faire quoi que ce soit. Cet égalitarisme radical s'étend à la distribution de la nourriture. Lorsqu'un chasseur abat une grande proie, la viande est partagée entre tous les membres du campement, pas seulement sa famille. Le chasseur ne reçoit pas une part plus importante pour avoir fait le travail. Accumuler des ressources est socialement découragé. La richesse au sens Hadzabe ne consiste pas à posséder plus, mais à être inséré dans un réseau de relations où tout le monde partage. Pensez aux implications de cela pour la protection collective. Dans une société où personne n'est plus important que personne, où tout le monde partage les ressources et les responsabilités, la sécurité de chaque individu est littéralement la responsabilité de tous. La veille nocturne naturelle, où il y a toujours quelqu'un d'éveillé, fonctionne parce que tous les membres du groupe, des plus âgés aux plus jeunes, sont intégrés dans un système où le bien-être collectif est indissociable du bien-être individuel. Les Hadzabe n'ont pas de religion organisée, au sens où les sociétés agricoles l'ont développée. Ils ne construisent pas de temples, ils n'entretiennent pas de prêtres, ils ne réalisent pas de cérémonies élaborées avec des calendriers fixes. Mais ils possèdent une riche tradition de tabous et de pratiques spirituelles centrées sur le concept d'Epem, une catégorie de comportements et de connaissances restreints qui régit des aspects importants de la vie sociale. Certaines viandes, par exemple, sont Epem et ne peuvent être consommées que par des hommes initiés, dans des lieux spécifiques, loin des femmes et des enfants. C'est une forme de régulation sociale qui crée des distinctions sans créer de hiérarchie permanente. Tous les hommes finissent par devenir initiés. Le savoir Epem est partagé à travers les générations, et le système fonctionne pour maintenir la cohésion sociale sans besoin d'autorité centralisée. La mort chez les Hadzabe est traitée avec un naturel qui choque les observateurs occidentaux. Il n'existe pas de funérailles élaborées. Il n'existe pas de marqueurs de tombe. Historiquement, les corps étaient simplement laissés dans la brousse pour être consommés par les hyènes, un retour au cycle naturel qui n'est pas vu comme dégradant, mais comme approprié. Aujourd'hui, la plupart des Hadzabe enterrent leurs morts dans des fosses peu profondes, les recouvrent de quelques branches sèches et passent à autre chose. Il n'y a pas d'attachement sentimental aux lieux ou aux objets. Il n'y a pas d'accumulation de souvenirs matériels. Il n'y a pas de sanctuaire pour les ancêtres. Ce qui importe, ce sont les relations présentes, le groupe vivant, les besoins immédiats. C'est une philosophie de vie radicalement différente de la mentalité accumulatrice qui caractérise les sociétés agricoles et industrielles. Cette même philosophie s'applique à la relation avec les prédateurs. Les Hadzabe ne détestent pas les lions ou les léopards. Ils ne les voient pas comme des ennemis à exterminer. Ce sont juste d'autres habitants du même territoire, des concurrents pour les ressources, des créatures qui méritent le respect mais pas une peur paralysante. La coexistence est possible parce qu'aucun des deux camps ne cherche la domination totale. Au cours des 100 dernières années,
les Hadzabe ont perdu environ 90% de leur territoire traditionnel. Des fermiers, des pasteurs, des réserves de chasse privées et des projets gouvernementaux ont continuellement envahi leurs terres. En 2007, le gouvernement local a loué 6500 km² de terres adjacentes à la vallée de Yaeda à la famille royale Al Nahyan des Émirats arabes unis pour servir de réserve de chasse privée. Les Hadzabe qui chassaient sur ce territoire depuis des millénaires ont été interdits d'y continuer. En 2011, des représentants Hadzabe ont finalement réussi à revendiquer des droits d'occupation coutumière sur environ 23 000 hectares. Un territoire bien plus petit que le territoire traditionnel, mais légalement protégé. 36 000 autres hectares ont été réservés aux Datoga, leurs voisins forgerons. C'est une victoire partielle dans une longue histoire de pertes. Aujourd'hui, moins de 350 Hadzabe vivent encore le mode de vie traditionnel de véritables chasseurs-cueilleurs. Sur les 1200 à 1300 membres de la tribu, la majorité a déjà été partiellement intégrée à l'économie du tourisme qui s'est développée autour du lac Eyazi. Des groupes de visiteurs paient pour accompagner des chasses matinales, pour observer la fabrication d'arcs et de flèches, pour expérimenter brièvement une vie que leurs propres ancêtres ont vécue il y a 10 000 ans. Le tourisme apporte de l'argent, mais il apporte aussi des problèmes. L'alcool introduit par le contact avec le monde extérieur est devenu une question sérieuse. Des décès par intoxication alcoolique, pratiquement inexistants il y a quelques décennies, surviennent désormais avec une fréquence inquiétante. Les connaissances traditionnelles se perdent quand les jeunes passent plus de temps à interagir avec les touristes qu'à apprendre des plus anciens. Et pourtant, les Hadzabe persistent. Chaque nuit, dans les collines autour du lac Eyasi, de petits feux de camp parsèment l'obscurité africaine. Ils ne sont pas nombreux, peut-être 40 ou 50 dans toute la région. Chacun d'eux représente un campement Hadzabe. Chacun d'eux est un défi vivant aux plus grands prédateurs du continent. Chacun d'eux brûle depuis 50 000 ans. La protection des Hadzabe contre les lions et les léopards ne vient pas d'une seule technique ou technologie. Elle vient d'un système intégré où chaque élément renforce les autres. La variation naturelle des cycles de sommeil garantit une vigilance constante. Les arcs puissants et les flèches empoisonnées fournissent une capacité de défense et de contre-attaque. La connaissance approfondie du territoire permet de choisir des lieux de campement défendables. La mobilité constante empêche les prédateurs d'apprendre leur routine. La structure sociale égalitaire garantit que tout le monde est investi dans la protection collective. Et la mentalité pragmatique, sans peur paralysante ni agressivité inutile, permet la coexistence avec des créatures qui pourraient facilement tuer n'importe quel humain imprudent. Les Hadzabe n'ont pas laissé de pyramides. Ils n'ont pas érigé de monuments. Ils n'ont pas écrit de livres. Mais ils portent en eux quelque chose qu'aucune civilisation moderne n'a réussi à préserver, l'art de vivre en équilibre avec le monde qui les entoure. Chaque nuit qui passe sans mur, chaque matin qui naît après avoir dormi sous les étoiles en territoire de lion, est une victoire silencieuse de 50 000 ans de sagesse accumulée. Alors que le monde moderne construit de plus en plus de barrières entre lui-même, entre la nature, entre le connu et l'inconnu, les Hadzabe démontrent que la véritable protection ne vient pas toujours des murs. Elle vient de la compréhension, de l'observation, du respect des rythmes d'un monde qui existait bien avant nous et continuera d'exister après. Peut-être que le plus grand secret